Leur décision est irréversible. Pas question de rebrousser chemin pour les pays de l'Alliance des États du Sahel dans leur phase de divorce avec la CEDEAO entamée il y a 1 an maintenant. Quelles seront les conséquences de cette séparation? Qui seront les perdants, les gagnants? Pour en parler, je reçois Abdou Fleur, analyse géopolitique. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carline. Frédéric Tchougui, bonsoir. Merci de me recevoir, bonsoir. Et Brahima Sidibé, analyse du discours politique. Bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux à vous, chers téléspectateurs. La CEDEAO est un espace communautaire, donc cette séparation aura des conséquences, notamment sur la liberté de circulation. Il y a eu, avant la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO, une décision qui avait été prise par je crois par le ministre des Affaires étrangères malien pour rassurer les uns et les autres sur la question de la liberté des biens et des personnes. Une décision qui a été accueillie bien par certains, par d'autres qui ont eu des réserves, notamment sur la question de sécurité, parce qu'ils se disent qu'il y a souvent des gens d'autres pays hors de l'AES qui rentreront et qui pourront en tout cas causer certains problèmes. On va regarder ce sujet-là de notre correspondant au Burkina Faso, Ali Aebla. Les autorités de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ont récemment pris des mesures pour garantir la libre circulation des personnes et des biens au sein des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette décision historique prise le 13 décembre 2024 à Niamey, en République du Niger, soulève des débats et divise les opinions. L'ouverture des frontières du Burkina Faso aux autres membres de la CEDEAO, marquant ainsi une nouvelle ère pour la libre circulation des biens et des personnes dans la région, est appréciée dans les rues de Ouagadougou. Nous avons assez de Burkinabés en Côte d'Ivoire et une décision de ce genre ne peut qu'arranger ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Ça va beaucoup faciliter les choses. C'est vrai que côté frontière, la libre circulation n'est pas aussi effective comme on le pense. Mais au-delà de cela, c'est une bonne idée de l'avoir fait et ça montre la grandeur des 3 pays. La décision de l'AES, je la trouve vraiment très sage et c'est une décision vraiment très bien mûrie et qu'elle va en droite ligne avec les attentes de la population de l'espace AES. La libre circulation peut aussi être perçue comme un risque pour la sécurité dans certaines zones. Des inquiétudes sont soulevées par rapport à la circulation de personnes suspectes ou à des flux migratoires incontrôlés. Si certains pays bénéficient pleinement de cette liberté de circulation, d'autres économiquement plus fragiles risquent de ne pas tirer profit de cette intégration. Cela pourrait accentuer les inégalités au sein de la région, selon certains observateurs avisés. Pour les pays de l'AES, la priorité pour eux est la souveraineté des pays. Et aussi l'aspect sécuritaire surtout qui les intéresse. Voilà. Alors qu'avec la CEDEAO, nous avons remarqué que les pays de l'AES qui sont confrontés aux problèmes sécuritaires n'est pas pris en priorité par la CEDEAO, d'où justement cette scission. La CEDEAO sera obligée d'appliquer la réciprocité, de permettre aux ressortissants des États de l'AES de pouvoir commercer, de pouvoir aller circuler dans les régions sans visa également. Parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est comme ça, c'est naturel. Le retrait de l'AES de la CEDEAO devrait rentrer en vigueur en janvier 2025. Pourtant, la CEDEAO a prolongé ce délai jusqu'en juin de la même année, espérant ouvrir une fenêtre de négociation. L'avenir dira si cette décision sera bénéfique pour le Burkina Faso, mais une chose est sûre, elle marque une étape importante dans l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Un sujet signé Alain Aebla depuis le Burkina Faso. Brahima Sidibé, c'était une décision évidente quand on voit le nombre de résidents maliens, burkinabés, nigériens dans certains pays de la CEDEAO. Oui, je pense que l'AES a tendu un piège à la CEDEAO. Et je pense que la CEDEAO risque de tomber dans le piège. Parce que rappelez-vous, un jour avant le sommet de la CEDEAO, qui était un sommet ordinaire, c'est-à-dire la date était connue à l'avance, les ministres des Affaires étrangères de l'AES ont tenu une réunion lors de laquelle ils ont décidé de ne pas appliquer des visas pour les ressortissants de la CEDEAO souhaitant entrer dans l'espace AES. Et donc, je pense par mesure de réciprocité, la CEDEAO n'aura pas d'autre choix
qui est de ne pas appliquer non plus des visas d'entrée pour les ressortissants de l'AES. Autre chose qui montre aussi cet aspect, je crois que les chefs d'État de l'AES ont été assez pragmatiques. Parce que n'oublions pas, ce sont des frontières poreuses, ce sont des populations qui vivent de part et d'autre de différentes frontières. Et appliquer le visa aurait des conséquences fâcheuses, justement. Et donc, je crois que c'est par pragmatisme qu'ils se sont rendus compte que, parce que une chose est de reprocher le problème politique à la CEDEAO, l'autre chose est aussi de reconnaître à la CEDEAO cette capacité d'intégration économique, de libre circulation des personnes et des biens. Donc voilà, je pense que c'est une décision pragmatique et on peut dire que l'AES a tendu un piège à la CEDEAO. Abdou Fleur, est-ce que la CEDEAO aujourd'hui est dans l'obligation d'appliquer le principe de réciprocité? Pas du tout, pas du tout. Elle peut l'appliquer, mais je crois que ce qu'il faut dire, l'AES a la liberté de décider de comment peut-être les gens vont rentrer ou sortir de son territoire, mais l'AES ne peut pas l'imposer à la CEDEAO. Et rappelons-le, l'AES, c'est 3 États. La CEDEAO, c'était 15 moins 3. Donc, s'il y a des conséquences à ce niveau, je crois que c'est plutôt les populations, je ne parle même pas de l'AES, mais des populations de ces pays qui vont peut-être en pâtir. Et moi, je n'aime pas que l'on oppose la CEDEAO et l'AES. C'est l'Afrique, on parle des États-Unis d'Afrique, on ne parle même plus des États-Unis d'Afrique, même au niveau sous-régional, on parle encore de division. Et honnêtement, ce n'est pas la vision des pères fondateurs. Et je ne suis pas sûr que ce que la CEDEAO n'a pas réussi, d'abord sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, l'AES sera capable de réussir. On en parlera tout à l'heure, mais quand même cette décision-là qui concerne la liberté de circulation des biens et des personnes, c'est salutaire, oui. Mais comme il l'a dit, si le mobile est politique, c'est-à-dire couper l'herbe sous les pieds à la CEDEAO, moi je veux tout simplement dire que la CEDEAO a la liberté. L'intention vous dérange, c'est ça, concrètement? Si elle est sincère, si elle est louable, oui, c'est une bonne chose. Mais par rapport à ce qu'il a dit, avez un doute, si l'AES, son objectif c'est de tendre un piège à la CEDEAO, je me dis que la CEDEAO aussi a la liberté de réagir autrement. Frédéric? Alors, il est très important de toujours noter qu'un espace économique et la libre circulation est très importante. Pourquoi? Parce que l'homogénéité en réalité de la région du Sahel et aussi de la CEDEAO, donc les pays côtiers, doit se poursuivre malgré les mésententes, malgré les dissonances au niveau politique et sécuritaire. Parce que le problème aujourd'hui de l'AES, le problème fondamental, c'est vraiment ces questions sécuritaires. Et je pense que d'un point de vue économique, il est très important de toujours permettre cette libre circulation des populations, des biens et des personnes afin de maintenir une cohésion économique. Et je pense que les deux zones vont gagner d'une certaine manière. Mais il faut aussi rappeler, parce que vous avez dit dans votre analyse que c'est 12 plus 3, effectivement, mais il faut rappeler que les pays du Sahel composent 60% de la totalité de l'espace de la CEDEAO. Ça, c'est très important de le marteler. Ça prouve bien qu'il y a une réelle richesse aussi qui vient, pas une réelle richesse, mais une importance. On parlera des conséquences sur le commerce, mais je voulais vraiment qu'on reste sur cette décision qui concerne directement les populations, parce que j'ai dit, il y a des résidents des pays de l'AES au sein aussi des États de la CEDEAO, comme inversement aussi. Donc il y a ce problème-là. Parce que regardez, hein, enfin, je pense qu'on est un peu tous membres de la CEDEAO, sauf Frédéric. Les passeports, c'est marqué CEDEAO en tête, donc il y a une vraie préoccupation des uns des autres. Je sais, mais comment on allait vivre avec, on parle de la carte d'identité CEDEAO. Donc, et puis, vraiment, il y avait aussi la volonté des pays de l'AES de mettre en place un passeport commun. Où sommes-nous aujourd'hui? Tout à fait. C'est vrai que cela a été annoncé à la suite de la création de la Confédération, donc au mois de juillet dernier. Mais pour revenir encore une fois à la libre circulation, je pense que l'AES s'appuie aussi sur une certaine dissension qu'il pourrait y avoir au sein de la CEDEAO. Parce que n'oublions pas, la CEDEAO n'est pas non plus un espace homogène où tous les chefs d'État ont la même vision, ont la même attitude vis-à-vis de l'AES. Quand vous prenez le pays, il y a des dissensions. C'est-à-dire que le Togo n'a pas la même attitude vis-à-vis de l'AES
qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Alors, ce n'est pas pour le tacler, mais c'est juste un exemple que je vais donner. Et donc, c'est pour ça que je dis que la CEDEAO n'aura pas d'autre choix, d'une certaine mesure, parce que si elle applique le principe des visas, je ne suis pas sûr que tous les pays membres de la CEDEAO vont appliquer cette décision-là. Donc, je crois que vis-à-vis de cela. Mais pour revenir au passeport AIS, ça a été annoncé. On attend de voir concrètement comment cela va se matérialiser. Mais rappelons que déjà, je crois qu'il y a le Burkina qui a lancé, me semble, son passeport. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'on est parti d'une alliance à une confédération. Et la finalité d'une confédération, c'est la fédération. Maintenant, on voit que quand vous regardez dans le fond, regardez dans les différents pays de l'AES, on voit qu'il y a des initiatives qui sont prises de part et d'autre et qui visent à harmoniser le point de vue des différentes opinions. C'est-à-dire que, par exemple, lors des JT, des chaînes nationales, justement, on couvre une phase AES. Je veux confirmer, je regardais le journal de la RTB. Voilà. Donc, en fait, c'est une manière d'amener les populations dans les trois pays à avoir finalement l'impression de partager un même pays. Et ça, c'est important. Et l'autre chose, pour terminer, on a toujours reproché à la CEDEAO d'être un syndicat de chefs d'État. Imaginez-vous si la CEDEAO appliquait... on reproche à l'AES d'être aussi un secte de généraux. Hein. Non, mais je pense qu'au niveau de l'AES, il y a quand même des initiatives qui vont à contre-pied de ce que la CEDEAO a toujours appliqué. Donc c'est pour cela que je ne suis pas sûr que le divorce sera trop brutal. Abdou, sur la question du passeport de l'AES, ça vous explique quoi? Alors, pour moi aujourd'hui, l'AES est très cohérente dans ses démarches. Mais d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je crois qu'on pourra évaluer objectivement. Aujourd'hui, ce sont une circonstance qui fait que des pays, des chefs d'État plutôt, ou je ne sais même pas comment les qualifier, qui accèdent tous au pouvoir de la même manière. Je parle par les armes. Donc, ont des ambitions. Et moi, je toujours dis que c'est ce qui m'a un peu dérangé. Quant à la soif pour l'Afrique en général, sa jeunesse en particulier, d'être beaucoup plus autonome, d'avoir une réelle souveraineté, elle s'impose. Et d'ailleurs, la CEDEAO, toutes les organisations internationales, qu'elles soient africaines, régionales ou sous-régionales, ont toujours été critiquées. Et ce, depuis des décennies. Donc aujourd'hui, la CEDEAO, pour répondre à votre question, c'est une bonne chose peut-être, mais moi, je donne ma langue au chat, je leur laisse le temps. Le seul maître, je crois, le seul juge aujourd'hui, c'est le temps. D'ici peu, on pourra apprécier objectivement est-ce que leurs ambitions sont faisables, sont réalisables, ou c'était plutôt une alliance de circonstances qui se fera sans lendemain. Frédéric, moi je veux qu'on revienne sur le plan commercial. Vous avez commencé tout à l'heure, je vous ai interrompu. Qui sont les grands gagnants et les perdants selon vous? Alors, je pense qu'il faut aborder la sortie de la CEDEAO de 2 manières différentes. D'abord, le côté symbolique, parce qu'on est d'abord dans une vision symbolique de la chose. Sortir de la CEDEAO, c'est remettre en cause des préceptes qui ont été votés en 1993, dans un traité, et ensuite qui ont été révisés en 1999, non pas révisés, mais mieux appliqués. Le traité en 1999, c'est la démocratie, et en 2001, c'est le côté sécuritaire qui était au cœur de cela. Donc on se rend compte que la CEDEAO a failli. Et pour revenir concrètement sur votre question au niveau économique, bien entendu que si jamais les pays de l'AES décident de se couper totalement de la CEDEAO économiquement... Ce qui n'est pas envisagé. Voilà, ce qui n'est pas envisagé. Là, je pense qu'on est quand même dans on va un peu dans l'inconnu. Mais au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que les pays de l'AES sont un peu à la carte. C'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on veut et on laisse ce qu'on ne veut pas. Et c'est peut-être ça qui est peut-être un peu dérangeant dans la démarche. Donc si on veut être cohérent dans ce processus-là, c'est-à-dire un processus de rompre totalement les accords, il faut totalement sortir des accords économiques et sortir des accords politiques. Mais qui sera gagnant ou le perdant de cette rupture-là que vous évoquez? C'est surtout sur le domaine commercial, parce qu'il y a pas mal d'échanges qui se font. Oui, c'est l'ensemble des pays. Pourquoi? Parce que vous savez que dans certains pays côtiers, il y a une partie des ports qui sont alloués directement au pays. Justement, ça y est. Donc c'est une réciprocité, c'est l'ensemble de la région qui va perdre. Maintenant, il faut aborder cette rupture-là comme étant une rupture symbolique. C'est pour ça que moi je parle plutôt de symbole. Il y a toujours une personne qui perd le plus.
Clairement. Moi, je prends l'exemple. Regardez au Sénégal, quand il y a eu la décision de prendre des sanctions, le Sénégal a parti des sanctions parce que le Mali se sert du port de Dakar. Donc ça, moi, je veux un constat un peu comme ça. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent de justifier vos affirmations? C'est ça, concrètement. Oui, alors, moi, je m'inscris dans cette analyse-là, mais il faut dire quand même qu'il y a des pays qui vont subir des conséquences plus que d'autres. Quand vous avez donné l'exemple du Sénégal, effectivement, on sait que le port du Sénégal est en partie bien alimenté par le Mali, c'est-à-dire que toutes les exportations commerciales qui viennent de l'Occident... C'était on dit le port de Dakar vit à plus de 50% des produits. Voilà, passe par Dakar. Et c'est pour cela que je disais précédemment que le Sénégal n'a pas intérêt justement à appliquer les visas, mais sinon il y aura des conséquences. Donc pour dire que, de manière générale, je pense que toutes les parties seront perdantes, mais de manière concrète aussi, il y a des pays qui vont en souffrir plus que d'autres. Et on soulignait tantôt peut-être une certaine incohérence. Moi, je ne pense pas que c'est une incohérence de dire que on choisit ces aspects qui nous arrangent. Non, parce que regardez, il y a des pays qui sont membres de la CEDEAO, mais qui ne sont pas dans l'UEMOA, par exemple. Justement, on en parlera aussi. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas non plus une incohérence. C'est-à-dire que c'est les affaires internationales, c'est le rapport de force, et chacun choisit justement en fonction de... Mais dire que c'est une incohérence, je ne pense pas. Sur le plan... Non, mais maintenant... Pour schématiser, je dirais qu'il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants dans cette situation. Mais pour être beaucoup plus factuel, beaucoup plus concret, il l'a dit, il faut être cohérent jusqu'au bout. On ne peut pas se dire que nous prenons notre liberté, nous sortons de la CEDEAO, mais nous choisissons entre des visas, liberté de circulation, nos accords économiques avec certains pays. Tout ceci pour dire que nous avons un destin commun. L'Afrique a un destin commun. Il a parlé du port de Dakar. Le Niger, aujourd'hui, ne peut pas se départir facilement du Nigeria et vice-versa. Donc, tous ces pays de l'AES dépendent intégralement des autres pays de la CEDEAO et vice-versa. Et c'est pourquoi, dans une précédente émission, je disais qu'il aurait fallu aller vers peut-être une coopération militaire parce que c'est des militaires qui viennent au pouvoir et le défi le plus grand aujourd'hui en Afrique, de l'Ouest, surtout dans cette bande des 3 frontières, c'est un défi sécuritaire. Et là, je crois qu'on va vers des équations à plusieurs inconnues. Comment régler le problème des visas, le problème de libre circulation. Si on parle surtout de l'économie quand même, la CEDEAO a beaucoup investi dans ces 3 pays de l'AES. Le président l'a dit lors du dernier sommet, à plus de 500 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces investissements? Qu'est-ce qu'il faut faire du personnel, de ces institutions installées? C'est peut-être la raison des 6 mois qui sont laissés. Donc il y a beaucoup d'équations. Et moi, la plus grosse équation, elle est sécuritaire. Ce que l'Afrique réunie dans sa globalité, ce que même le monde ne peut pas résoudre, est-ce que 3 pays peuvent le résoudre? Je parle du terrorisme, qui est devenu pour certains... Je me permets de réagir. Même pour rebondir, justement, Brahima, est-ce qu'il y a... Abdou, ce n'est pas l'échec aussi collectif de la CEDEAO sur ce sujet? Au-delà de la CEDEAO, au-delà de la CEDEAO, de la CEMAC et même de la force Barkhane, il y avait une très grande force. Il y avait de trop gros moyens financiers, humains, matériels réunis dans cette zone. Mais il fallait se reposer une question. Laquelle? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment ajuster? Mais je ne suis pas sûr que la solution, c'est de jeter le bain avec l'eau du bain. Oui, la CEDEAO doit se réinventer. Il faut contextualiser, s'il vous plaît. Permettez-moi, il faut contextualiser les choses. Nous parlons tout à l'heure de défis sécuritaires. Vous avez parlé tout à l'heure de défis sécuritaires et nous parlons de ça depuis. Nous nous rendons compte que la CEDEAO avait mis en place une force rapide, la force d'intervention rapide, qui est capable de régler les conflits, qui se disait être capable de régler les conflits. Qui a réussi, justement. Qui a réussi dans certains aspects, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les frontières du Sahel sont poreuses, il y a toujours cette insécurité chronique. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un chiffre important, vous avez parlé de 500 millions de dollars d'investissement dans ces 3 pays. D'un point de vue économique, 500 millions de dollars, c'est une somme dérisoire. Attention, les investissements directs chinois, par exemple, dans certains pays d'Afrique, se chiffrent en plusieurs milliards de dollars. Donc c'est normal, ce que je veux dire par là, c'est quoi? On parle par rapport à nos capacités. Oui, je termine, après je vous laisserai parler. Ce que je veux dire par là, c'est quoi?
c'est que lorsqu'on prend les problèmes de paupérisation des populations de ces trois États, 500 millions de dollars, ce n'est pas assez. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les pays de l'AES sortent. Parce qu'aujourd'hui, on parle de défis sécuritaires. Non, on parle aussi... qui sont de la CEDEAO, mais qui sont encore dans l'UEMOA. Et pour faire vite, parce qu'on n'a plus pas le temps, rapidement. Oui, je termine. C'est aussi ces questions économiques centrales qui ont aussi poussé ces États-là à sortir pour chercher de nouvelles solutions ailleurs. Et la CEDEAO n'a pas... Ce n'est pas vraiment la question économique. En tout cas, c'est aussi le narratif qui est évoqué, c'était plus que la CEDEAO est plus, comme tu l'as dit, Brema, un club de chefs d'État sous inspiration française et tout. Économie. Enfin, je ne pense pas véritablement, sinon la démarche aurait été aller jusqu'au bout. On n'a pas avec le retrait. On n'a pas remis en question le modèle d'intégration. Il faut dire que vraiment que la CEDEAO, mine de rien, le projet pensé par les pères fondateurs est quand même assez louable. Très salutaire même. Et donc, après tout ce qu'on a pu avoir, mais quand même, la CEDEAO, avec la question de liberté de circulation et compagnie, c'est déjà pas mal. Brema, est-ce que vous pensez qu'on ira vers une sortie des États de l'AES, de l'UEMOA, et on aura aussi une monnaie commune de ces trois pays par la suite? En tout cas, pas à court et à moyen terme, je ne pense pas. Je pense qu'à court et à moyen terme, les pays de l'AES resteront toujours membres de l'UEMOA. Et d'ailleurs, pas plus tard que 2 semaines, il y a eu une réunion de haut niveau à Bamako, le pays de l'UEMOA par exemple. Donc c'est pour dire que les chefs d'État de l'AES ont été assez pragmatiques à ce niveau-là. Parce que regardez, c'est ce qu'on dit, hein, c'est quand on se compare, on se désole, et quand on s'examine, on se désole, quand on se compare, on se console. C'est-à-dire que quand on regarde la CEDEAO comparée à ses homologues en Afrique, on voit qu'elle est quand même meilleure par rapport à différents pays, à la CAC, à la SADC, etc. Pour l'Union africaine. Donc voilà, donc sur ce plan-là, ce n'est pas pour rien que la CEDEAO a été choisie pour expérimenter la ZLECAf, par exemple, au niveau de l'Union africaine. La zone de libre-échange africaine. La zone de libre-échange africaine. Donc je crois que sur tous ces aspects-là, on reconnaît à la CEDEAO cette capacité-là. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, le problème, c'est plutôt au niveau politique qu'au niveau de l'intégration économique et tout ça. J'insiste juste sur un point. Je crois qu'il faut retourner vers l'esprit des pères fondateurs qui est louable. Il a parlé tout à l'heure de médiation, de paix, en parlant de la CEDEAO, qui est venue après. La vocation première, c'était économique, mais plutôt face aux défis, la paix. Je rappelle que vers les années 80, quand même, le rôle de la CEDEAO a été déterminant, notamment au Libéria, avec d'abord une médiation, puis imposer des élections libres et transparentes. Je me rappelle en 2014, lorsque le général Diendéré avait pris le pouvoir, la médiation de la CEDEAO quand même a permis un retour à la normale. Même au Mali, la médiation en 2013, je crois l'implication de la CEDEAO a été déterminante. Et dernièrement, à Gambie, n'eût été l'intervention de la CEDEAO, la force armée sous l'impulsion du président sénégalais d'alors Macky Sall, Jammeh serait peut-être encore là. Et l'une de ses vocations aussi, c'est ça, instaurer des régimes démocratiques. Là où, par contre, on peut critiquer la CEDEAO souvent, c'est 2 poids, 2 mesures. Et surtout le fait que... Justement, condamner le coup d'État militaire et encenser le coup d'État constitutionnel. Je suis d'accord. C'est assez baroque quand même. Hein. Et c'est pourquoi je dis, la CEDEAO, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est des personnes physiques, c'est des chefs d'État, de gouvernement, donc qui ont aussi des visions. Aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup quand même de présidents africains jeunes qui ont à peu près la même vision. On parle de l'exemple du Sénégal. Quasiment les 3 pays, à part peut-être celui du Niger, les 2 autres sont relativement jeunes, surtout celui du Burkina. En Afrique, beaucoup de présidents ont aujourd'hui la quarantaine, qui sont nés bien après les indépendances, qui ont une autre vision et surtout souverainiste. Donc, dire que la CEDEAO est inféodée à la France, que pour moi, c'est aller très loin. C'est des personnes, d'abord et avant tout, des chefs d'État qui ont une vision. Aujourd'hui, je suis d'accord, la CEDEAO n'a pas d'autre choix. Et quand on parle de conséquences, la première conséquence, je crois qu'elle est positive. Elle consiste à secouer le cocotier, secouer la CEDEAO, la pousser même jusqu'à ses retranchements pour se réinventer, pour devenir ce qu'elle avait d'ailleurs appelé la CEDEAO des peuples en 2007 avec une vision 2020. Et aujourd'hui, si on analyse cette vision, je crois qu'on a beaucoup à dire. 1 minute pour répondre chacun. Est-ce que la CEDEAO va survivre à cette séparation? Et aussi, est-ce que les États de l'AES iront jusqu'au bout de leur intégration envisagée? 1 minute chacun. Alors, je pense que les États de l'AES iront jusqu'au bout. En tout cas,
tant que le général Assimi Goïta sera à la tête du Mali, tant que le général Tchani à la tête du Niger et tant que le capitaine Traoré à la tête du Burkina, je pense qu'ils iront jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils ont rejeté le délai de 6 mois. C'est pour montrer la détermination. Et par rapport à la CEDEAO, je crois que c'est aussi l'occasion pour la CEDEAO de se réinventer. Parce que je pense qu'il faut aussi partir de ces failles pour améliorer. Et ça, on commence à le voir même dans l'espace CEDEAO. Aujourd'hui, on a des pays qui sont considérés comme des faucons, en tout cas vis-à-vis des pays de l'AES, c'est-à-dire des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ça, et finalement qui ont adopté à peu près la même approche que la CEDEAO, c'est-à-dire en demandant aux militaires français de quitter leur territoire. Et donc je pense que la CEDEAO devrait apprendre de toutes ces erreurs-là, de toutes ces failles pour s'améliorer et peut-être justement revenir à de meilleurs sentiments dans les années à venir. Donc je pense que sur ce plan-là, c'est qu'on peut dire qu'à court et à moyen terme, le chef d'État de l'AES iront jusqu'au bout et la CEDEAO doit se réinventer. Frédéric? Alors, moi je pense que c'est surtout la symbolique du détachement de l'AES et de la CEDEAO qu'il faut mettre en exergue avant de parler de l'ensemble des conséquences. Pourquoi? Parce que ça permet un questionnement, ça nous donne à tous la possibilité, tous sur le continent africain, même si moi je suis issu de la CEMAC, ça me permet moi aussi d'avoir un questionnement sur quelle est l'Afrique que nous souhaitons demain. Comment est-ce qu'on souhaite les grandes orientations de l'Afrique de demain? Quel est le rôle que les populations vont jouer dans cette Afrique-là et comment les dirigeants vont faire en sorte de mettre en place une Afrique des peuples, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais surtout une Afrique d'intégration régionale et d'intégration continentale. Alors oui, l'AES, je pense qu'effectivement, elle ira, je vous rejoins, elle continuera en tout cas dans sa lancée et elle permettra à l'ensemble de la région et du continent de penser à une nouvelle Afrique. Rapidement, à Doufleur. La CEDEAO survivra à cette situation si elle est capable de se réinventer. Et elle n'a pas malheureusement d'autre choix que de se réinventer. Ce qu'il vient de décrire par rapport aux 3 pays, c'est un phénomène, c'est un processus qu'on observe depuis des années. Les dirigeants du Sénégal, aujourd'hui, ont longtemps dit certaines choses, ont longtemps promis des choses de cette nature. Plus de souveraineté, plus d'autonomie, qu'il n'y aurait plus les bases françaises. Donc c'est un peu à l'image de beaucoup de pays africains aujourd'hui. Pour ce qui est de l'AES, seul l'avenir peut nous dire ce que deviendra l'AES. Il a dit qu'ils vont aller jusqu'au bout tant que ces 3 généraux ils seront là. Mais ils seront là jusqu'à quand? C'est la grande question. Autre question, est-ce que les pays de l'AES ont les moyens de leurs ambitions? Point d'interrogation. On vous laisse poursuivre le débat chez vous à la maison. Merci à tous les 3. Merci à Romain Clicquot de MEC à la réalisation. Portez-vous bien et à demain soir.